Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons l'actrice Agathe Bonitzer que nous avons croisée donc chez Agnès Jaoui, Christophe Honoré ou encore Costa Gavras, que nous avons d'ailleurs reçu sur ce plateau il y a quelques années. Vous êtes l'invitée mise à l'honneur cette année au festival à travers une carte blanche et à travers le film Affection qui est également projeté au FIFAM cette année. Agathe, bonjour. Bonjour. La carte blanche pour laquelle tu as été invitée s'intitule Grandes et petites amies. Elle rassemble 3 longs métrages et 4 courts métrages. Je cite notamment Chantal Akerman, Sophie Filière, Noémie Voski, autour de la sororité. Comment est-ce que tu as composé ce corpus de films ? En fait, c'est pas exactement. Enfin, dans ma tête, c'était pas exactement la sororité, c'était plutôt les amitiés féminines. Et tout simplement parce que je me suis rendu compte que les films que j'aimais, que j'avais envie de voir et revoir et de montrer, c'était des films dont la thématique était entre des films d'amis, de copines. Voilà. Et Grandes et petites amies, le titre m'est venu un peu en clin d'œil en fait, au premier long métrage de ma mère, Sophie Filière. Son film s'appelle Grande Petite. Et en fait, dans Grandes et petites amies, évidemment, il y a un jeu de mots. Enfin, une grande amie, c'est une amie qu'on a depuis longtemps. C'est une amie très proche, une amie à qui on dit tout. Une petite amie, c'est autre chose. Et donc, il y a aussi ce jeu sur l'ambiguïté amoureuse dans certains films. Et voilà. Et en fait, en voyant les films, là, en les revoyant et en y réfléchissant, je me rends compte effectivement qu'en fait, le vrai thème, c'est la sororité. Enfin, c'est la manière de se construire en tant que femme à travers ses copines et comment le fait d'être en groupe, soit à 2, soit à plusieurs, avec des amitiés comme ça, parfois menacées, parfois jalousées, parfois en rivalité, mais quand même souvent indestructibles, faisait qu'on devenait qui on était, quoi. L'amitié, la sororité, c'était un thème évident pour toi. Est-ce que tu y avais déjà réfléchi à travers le cinéma comme ça ? Pas tellement. Après, il y a un truc qui a dû m'influencer, c'est que moi-même, j'ai filmé en fait mes amies, mes copines au lycée entre 2004 et 2006. J'ai eu une caméra mini DV en 2004, donc j'étais en première. Et j'ai filmé pendant 2 ans ma vie de lycéenne. Tout le temps, en soirée, au lycée, à la maison. Elle me filmait aussi, mais bien souvent, c'était quand même moi qui avait la caméra. Et donc, je pense que ça, ça a fait son chemin et que du coup, en fait, les films que j'aime, oui, se retrouvent dans cette thématique, voilà. Tu en as fait quelque chose, des Non, rushs ? mais c'est en cours. C'est prévu d'en faire quelque chose là. C'était nécessaire pour toi à ce moment-là de filmer ? Pourquoi tu t'es mise à filmer ? Et ben, je pense que c'était inconscient, mais je pense que c'était une manière de mettre un filtre quand même entre cet âge-là, qui est quand même assez violent, assez sauvage, et moi. Et moi, je me sentais pas une adolescente comme les autres. Je me sentais vachement en décalage. J'avais un peu peur de tout. J'avais peur du monde des adultes, et les copines qui commençaient à boire, à parler des garçons, à sortir avec des mecs et tout ça. Et moi, ça me faisait vachement peur. Et je pense que ça m'a permis de voir tout ça avec une forme de distance et en même temps de rester proche de mes copines, de m'exclure en restant quand même inclus, dans ces fêtes, dans ces situations. Et je pense que la caméra m'a protégée, quoi. Voilà, à cet âge-là. Tu dirais que le cinéma, pour toi, c'est une façon d'appréhender le monde ? Bah ouais, complètement. Comme spectateur, spectatrice, et puis pour moi aussi comme actrice, parce que du coup, je suis actrice. Et le cinéma a toujours fait partie de ma vie parce que mes 2 parents sont cinéastes et que c'était un univers familier pour moi, et donc ça a été ma manière d'appréhender le monde très tôt. Et j'ai eu envie de jouer dans des films assez jeunes. Et je pense que aussi de jouer dans des films, d'être actrice, ça m'a permis me sortir d'une forme de timidité et de peur aussi du monde, ce dont je parlais, et de cette sensation d'être en décalage. Et autant dans la vraie vie, j'étais et je suis quand même un peu toujours quelqu'un d'assez réservé et en retrait, autant je suis étonnamment plus libérée devant la caméra.
Pour cette carte blanche, tu as sélectionné 4 courts-métrages, Des filles et des chiens de Sophie Fillière, ta mère, J'ai faim, j'ai froid de Chantal Akerman, Manu Bolognaise de Sophie Le Tourneur et Je suis pas malheureuse de Laïs de Caster. Quel lien as-tu trouvé entre ces courts-métrages qui sont projetés, eux, au sein d'une seule et même séance? En fait, en faisant juste la liste des films que j'avais envie de montrer dans cette carte blanche, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs courts et moyens métrages et que ce serait intéressant déjà de remettre à l'honneur des courts et des moyens parce que souvent c'est une forme peu montrée, rarement sur grand écran, et donc de faire une séance avec des courts et moyens. C'est tout simplement des films que j'aime. C'est des films qui ont parfois les mêmes problématiques, mais avec des visions totalement différentes. Le film de Laïs est un documentaire. Les 3 autres films sont plus de l'ordre de la fiction, même si Manu Bolognaise est un peu à la jonction entre la fiction et le documentaire. Et là, en revoyant les films juste avant avec le public, c'est fou parce que c'est des films donc, faits à des époques différentes, par des cinéastes très différents les unes des autres, mais toutes des cinéastes jeunes au moment de faire les films. Donc ça, c'est hyper intéressant et émouvant aussi, parce qu'on voit, non seulement c'est la jeunesse et une forme de fragilité qui est montrée à l'écran, mais on sent aussi les débuts d'une cinéaste à chaque fois. Et ça, c'est super émouvant. Il n'y a aucun surplomb, quoi. C'est ça qui est très beau dans ces films, c'est que l'autrice, la cinéaste, est à hauteur de ses protagonistes. Et ça, je trouve ça hyper émouvant. Et en fait, il y a des échos entre les films, notamment sur la perte de la virginité, il y a beaucoup de cruauté entre copines. Enfin, il y a beaucoup de cruauté à cause des garçons dans ces films, et d'histoires autour des garçons et tout ça. Mais il y a aussi beaucoup de cruauté, parfois de rivalité entre les copines. Mais on sent que c'est une manière de s'élever. Enfin, c'est jamais rabaissant, quoi. Enfin, c'est jamais... ouais, c'est pas du tout... Enfin, c'est vraiment pas un regard misogyne, quoi. Au contraire, c'est vraiment des femmes qui prennent la parole, des femmes cinéastes qui prennent la parole et qui racontent ce que c'est que d'être une jeune femme, d'être une toute jeune femme comme dans Manu Bolognaise, ou d'être une étudiante ou une fille qui passe le bac, comme dans d'autres films. Et justement, dans cette carte blanche, tu as choisi de projeter The Watermelon Woman de Cheryl Donny, qui est sorti en 1996, dans lequel Cheryl, du coup, une vidéaste noire et lesbienne à Philadelphie, enquête sur une actrice noire des années 30. Elle prend la parole, elle aussi. Pourquoi est-ce que tu voulais montrer ce film? C'est un film que j'ai découvert cette année grâce au Ciné-Club Maestra, au cinéma Le Méliès à Montreuil. Et le film était présenté par Johanna Maccabi, qui est ici au festival en tant que jurée. Et donc, j'ai adoré ce film. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce film. Ça faisait longtemps que je voulais le voir. Il est assez difficile à voir. Et donc, j'ai eu envie de le montrer dans cette carte blanche. D'abord, et en plus, c'était super parce que Johanna est présente au festival et du coup, je lui ai demandé de venir présenter le film avec moi. Je trouve qu'en fait, il a totalement sa place dans cette... Même si, à première vue, c'est moins un film sur les amitiés féminines. D'abord, en fait, je trouve que si, parce que même s'il y a une histoire d'amour lesbienne, effectivement, dans le film, je trouve que la vraie histoire, c'est entre les deux copines, quoi. Je crois que c'est Tamara et Cheryl, qui travaillent toutes les deux dans ce vidéoclub. Et ensuite, je trouve que l'autre vraie histoire d'amitié, finalement, c'est entre Cheryl et cette jeune femme, The Watermelon Woman, qu'elle recherche éperdument dans les films, dans les archives. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est une manière vachement plus politisée aussi de montrer ce qu'est l'amitié, la sororité, et aussi cette amitié, cette sororité qu'il y a entre les archivistes, les femmes qui gèrent ce fonds d'archives queer. Je crois que c'est ça, c'est une bibliothèque d'archives. Je me souviens plus parce que je l'ai vu qu'une fois, je vais le revoir là tout à l'heure. Mais voilà, ces différents groupes de femmes qui évoluent dans le film. Et voilà. Est-ce que tu considères ta carte blanche comme politique? J'y avais pas tant pensé. Je trouvais que le film le plus politique, c'était The Watermelon Woman, et j'avais aussi envie de mettre un film politique et aussi qui représentait des femmes racisées. Je trouvais ça... Et puis, je trouvais ça intéressant. Puis c'est, bon, Grandes et Petites Amies, il fallait aussi qu'il y ait peut-être un film un peu plus queer que les autres dans la carte blanche. Mais tout à l'heure, des gens dans le public m'ont dit que c'était vraiment politique de montrer ces 4 films ensemble. Et en fait, en y réfléchissant, oui, je trouve que de montrer des films sur des femmes, des jeunes femmes, faits par des femmes, même si demain il y a un film d'Éric Rohmer,
au fond, je trouve ça assez, ouais, je trouve ça assez politique de projeter des films de cinéastes qui prennent la parole et qui s'expriment sans phare et sans peur aussi et sans vouloir plaire. Parce que c'est quand même des films assez sauvages. Enfin, en tout cas, La vie ne me fait pas peur et les 4 cours qu'on a vus tout à l'heure, c'est des films assez violents. Watermelon Woman et L'ami de mon ami, c'est peut-être des films un peu plus doux. Et Watermelon Woman, c'est vraiment une comédie. Donc, j'espère que les gens vont rire. Mais voilà. Ouais. Mais je trouve que c'est éminemment politique dans le sens aussi où bah, le cinéma en avait bien besoin et a été secoué par MeToo. Aujourd'hui, tout n'est pas réglé, loin de là, mais on est quand même dans une phase où on essaye de donner plus de visibilité aux femmes. Pour toi, c'est quoi la place aujourd'hui de la sororité au cinéma, selon toi? Je sais jamais trop quoi répondre à ces, à ces grandes questions parce que la place de la sororité au cinéma, bah déjà, hors des caméras, il se passe plein de choses entre les actrices, entre les autrices, entre les cinéastes. Maintenant, enfin, il y a vraiment un espèce de mouvement, effectivement, grâce à MeToo et au féminisme qui prend l'ampleur de se serrer les coudes, de dénoncer les violences sexuelles et sexistes. Et ça, je trouve ça super. Il y a plein d'associations, il y a des choses qui se passent. Et on fait plus du cinéma comme avant. Et je pense que c'est une bonne chose, même s'il y a encore plein de trucs à régler. Donc, il y a tout ça qui se passe. Et après, dans les films en tant que tels, je pense que aussi parce que quand même maintenant, des femmes cinéastes arrivent à prendre la parole, à faire des films. Il y en a de plus en plus. C'est encore peut-être trop peu, mais il y a plus d'accès pour les femmes pour faire du cinéma. Du coup, on a plus de films avec des thèmes féminins, féministes, où les personnages féminins sont puissants et voilà, sont pas en train de, enfin, ne sont pas des faire-valoir pour les personnages masculins. Mais je n'ai pas de grandes idées théoriques là-dessus, pour être honnête. Voilà, puis ce truc du male gaze et du female gaze, je veux dire, il y a des films faits par des femmes aussi qui sont pour moi hyper male gaze et il y a des films faits par des hommes qui sont pas male gaze du tout. Enfin, par exemple, Romer, que j'adore et dont je vous montre un film demain. Pour moi, j'ai l'impression qu'il vit dans la psyché d'une jeune femme, quoi. Il les regarde pas avec un regard avec un regard d'homme bien sûr, mais je sais pas, les trouve tellement tellement puissantes, tellement intéressantes, tellement complexes les personnages féminins chez Romer que je trouve ça totalement moderne comme Tu anticipes mes questions, cinéma. j'allais te dire que justement, dans cette carte blanche, le seul film réalisé par un homme et pas n'importe qui, Ouais. c'est L'ami de mon ami d'Eric Romer. Pourquoi? Qu'est-ce que tu apprécies chez ce cinéaste en particulier? Franchement, tout. Enfin, vraiment, c'est mon cinéaste préféré. Je sais qu'il a un côté conservateur, qu'il y a des gens qui ne supportent pas la manière dont les comédiens jouent ou que c'est trop blabla et tout. Mais moi, c'est vraiment des films que je peux voir et revoir non-stop. Je suis une fan inconditionnelle de Romer, même si je n'ai pas vu tous ses films, parce que je sais pas, je fais un peu un blocage sur les films en costume. Mais tous les comédies et proverbes, tous les contes moraux, même s'il y en a que j'aime plus que d'autres, bien sûr, c'est des films que je peux voir et revoir aussi à tous âges, parce que je m'identifie différemment aux personnages et j'ai toujours l'impression que ça parle de moi. C'est sûr, c'est un cinéma assez bourgeois, mais bon, de fait, je viens d'un milieu plutôt bourgeois, donc c'est normal que ça me parle, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus large que ça, que les problématiques amoureuses et aussi cette question du hasard qu'il y a dans son cinéma que je trouve tellement, tellement belle. J'adore. Et donc, j'aurais pu, L'ami de mon ami, bon, c'est pas à proprement parler un film sur l'amitié féminine, même si c'est intéressant parce que ça commence par la rencontre entre deux filles et qu'il va se passer plein de choses et que ça va donner lieu à une sorte de triangle, voire un quadrilatère amoureux. Mais j'aurais pu montrer 4 aventures de Renette et Mirabel, par exemple, aussi, qui est un film fait de 4 films de Romer. On voit les aventures de deux copines. En tout cas, je trouve que c'est un cinéaste qui fait des rôles féminins hyper, hyper forts, hyper contemporains et qui peuvent parler à toutes et tous. Il y a quelque chose d'un peu romérien aussi dans Affection, Affection, non? Oui, tout à fait. Et de Rivet, tiens, aussi. Oui. Et ça, je sais qu'ils adorent le cinéma de Rivet, je pense, de Romer aussi. Et moi, j'adore le cinéma de Maxime et Alexia. Je trouve qu'ils ont un univers complètement à part, une écriture
tellement singulière et enfin, en fait, qui fait du bien, enfin, qui est rafraîchissante parce que c'est des films qui sortent des sentiers battus et tu sais pas où tu vas. Déjà quand tu quand tu le tournes, tu sais pas où tu vas, mais quand tu le vois non plus et puis tu rentres dedans progressivement, tu t'attaches au personnage et ouais, j'adore. Pour résumer un petit peu, Affection, Affection, on se retrouve dans une station balnéaire sur la Côte d'Azur, avec Géraldine, hors saison, Mmh. que tu incarnes, qui va mener une enquête, sur son conjoint et sa belle-fille, disparus, alors qu'elle n'est pas du tout, dans de la police en fait, elle travaille, à la ville. Justement, comment tu as travaillé ce personnage de Géraldine? Comment tu as vécu le tournage aussi? Vraiment, je me suis fiée à leur regard. On avait déjà travaillé ensemble sur leur précédent film Tu dans précises donc avec Maxime Matré et et Alexia Alexia Walter. Walter, ouais, qui sont les réalisatrices de ce film. On avait travaillé sur Bête blonde, leur précédent film, où j'avais un petit rôle et donc je les connaissais, je connaissais leur écriture et dès que j'ai lu le scénario, j'ai totalement été séduite par le personnage, par ce scénario. Ce que j'ai adoré, c'est, finalement mon personnage, c'est un peu le personnage qui parle le moins. C'est beaucoup un personnage qui regarde les autres, qui écoute les autres, et moi j'adore, jouer l'écoute. Enfin, je trouve qu'il y a plein de choses à jouer, dans le silence, dans l'écoute et dans la manière de recevoir tous ces personnages qui défilent devant elle jusqu'à la saouler littéralement. Et ça, c'était super, à jouer aussi parce que, chaque jour, il y avait des comédiens ou comédiennes différents. Il y avait des non professionnels, il y avait des professionnels, il y avait et ouais, j'ai adoré, j'étais comme enfin, ouais, il y avait un kaléidoscope comme ça de situations et de personnages autour de mon personnage qui était hyper réjouissante. C'est quoi tes prochains projets, dans les mois, années à venir? J'ai tourné un film aussi avec Angela Schanelek. C'est la deuxième fois que je tourne avec elle. C'est une réalisatrice allemande. Le film est en montage, en post-production du moins. Et donc j'attends de voir ce que ça va être. Je suis assez curieuse et stressée. C'est un film qui a été tourné en 35 mm. Ça faisait des années que j'avais pas tourné en pellicule. C'était incroyable. Et entièrement en allemand. Donc j'ai dû bosser en fait l'allemand pendant un an avant de tourner le film. Ça, c'était très intéressant aussi. Et donc voilà, ce film va sortir, je sais pas quand. Et sinon, moi, je vais réaliser un film avec mes images d'archives d'adolescente, mes images de copines. Voilà, je vais me mettre en montage là en décembre. Bah, merci Agathe, merci d'être venue, dans notre émission. Je rappelle que tu es invitée au FIFAM cette année, dans le cadre d'une carte blanche et que tu es présente également pour le film Affection, Affection, présenté en avant-première au FIFAM. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur le YouTube du festival. À la prochaine. Au revoir, merci beaucoup. Merci.